Aujourd'hui, à C'est notre histoire, nous allons parler de cinéma avec le cinéaste mascoutin Claude Gagnon. Comme tu reçois Claude Gagnon, le cinéaste bien connu qui vient de Saint-Hyacinthe, moi j'ai pensé de vous parler des débuts du cinéma à Saint-Hyacinthe. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en 1895, c'est les frères Lumière, dans le fond, qui inventent le cinématographe, donc c'est des vues animées. Mais à Saint-Hyacinthe, on n'a pas attendu cette année-là avant de réunir des gens dans une salle pour aller voir des projections. Donc, dès 1855, au Théâtre Marcheseau qui était situé sur la rue Saint-Antoine, il y a des gens qui viennent installer un panorama sur la guerre de Russie. Donc, c'est comme, j'imagine, des dessins où les gens viennent observer un petit peu là, les champs de bataille pour la guerre de Crimée. Alors, un petit peu plus tard, ce qui arrive avec l'invention des frères Lumière, en 1897, c'est vraiment la première fois que deux projectionnistes viennent à Saint-Hyacinthe pour faire des vues animées. Avant ça, on avait utilisé différentes salles pour faire de la projection comme des diapositives. Ils appelaient ça des lanternes magiques. On insérait des images. Il y avait des images qui étaient projetées. Mais en 1897, c'est vraiment l'année charnière où on peut dire où on passe du cinéma non animé au cinéma animé. Alors, ces gens-là font 11 représentations pour des vues qu'on soupçonne être les fameux films des Frères Lumière, l'arrivée du train en gare, puis la sortie des usines Lumière à Lyon. Au temps du cinéma muet, il y a quelques salles qui sont installées à Saint-Hyacinthe, mais pour que ça fonctionne, le cinéma muet, dans le fond, André, ça prend 4 personnages importants. Le premier personnage, c'est le propriétaire de la salle de cinéma qui, lui, il a la salle de cinéma, il va vendre des billets, mais il va faire de la publicité pour amener des gens. Le deuxième personnage important, ça va être l'orchestre. Tu vas avoir soit un pianiste ou un musicien, ou un orchestre, c'est ça. Le troisième personnage, ça va être le projectionniste qui, lui, voit tout à l'aide technique, là, comme nos amis ici derrière les caméras, là, tu sais. Et le quatrième personnage, je pense que c'est un des plus importants, c'est le bonimenteur. C'est le personnage qui se tient en avant puis qui va raconter, en regardant les images qui sont projetées, qui va raconter une histoire aux spectateurs. Alors, le bonimenteur, il y en est venu un pendant plusieurs années à Saint-Hyacinthe qui s'appelait le comte de Haute-Rive, avec son chapeau de forme, puis qui embobinait les foules, puis tout ça, il y a eu beaucoup de succès. Au niveau des salles de cinéma, la première répertoriée qu'on a répertoriée à Saint-Hyacinthe était située à l'angle de Duclos et Cascade. C'était au 3e étage, il y avait le cercle Montcalm qui était là, puis plus tard la garde Salaberry, mais ça l'a servi de salle de cinéma pendant un certain temps. Donc, en 1905, sur la rue Saint-François, un peu où est située l'allée du marché, il y avait le Théâtre des Nouveautés, ou le Palais des Nouveautés, ça l'a changé de nom. Alors, les gens étaient invités à venir voir du cinéma à cet endroit-là. 1907, c'est l'Autoscope. Dans le fond, on a agrandi un petit peu l'hôtel Yamaska, là, qui est devenu aujourd'hui l'hôtel de ville, mais du côté plus de la rue Laframboise, on a agrandi ça, puis on profite de l'agrandissement pour faire une petite salle de cinéma qui s'appelait l'Autoscope. Il y a eu le théâtre français, il y a eu le théâtre Bijou, qu'on a appelé ça le théâtre de l'opéra, la salle de l'opéra aussi. Mais le plus gros morceau arrive en 1916, c'est le théâtre Corona. C'était des Bouchard qui construit le théâtre Corona, dont l'entrée principale était sur la rue Giroir, puis il y avait une entrée sur la rue Cascade. C'était situé où il y a les Passions de Manon aujourd'hui. C'était du cinéma muet. Alors, à partir de 1931, par exemple, Tédé Bouchard fait faire des installations pour qu'il y ait du cinéma parlant. Donc, en 1931, c'est le début du cinéma parlant à Saint-Hyacinthe, si on peut dire. Par la suite, il y a eu le théâtre Masca, qui a été érigé en 1936. Ensuite, le Théâtre Paris, 1954. Puis là, ce qu'on a connu, plus jeune, nous deux, là, c'est le Théâtre Paris, le Théâtre Masca. Puis ensuite, il y a eu les Galeries Saint-Hyacinthe. Tu sais qu'en 97, là, le cinéma, le Paris a fermé. Puis dans le fond, le propriétaire a tout aménagé ça aux Galeries Saint-Hyacinthe. Fait que ça fait un petit peu le tour de l'histoire du cinéma à Saint-Hyacinthe. Peut-être une autre fois, on parlera du camp de la Marine et des studios de la Québec Production. Je pense que c'est important aussi, mais ça va être pour une autre fois, André. Merci, Paul. On va aller voir notre invité, Claude Gagnon, qui, je sais, s'est beaucoup inspiré du Théâtre Paris. OK. C'était très important dans sa vie.
Ça fait que, puis je le saluerai de ta part. Parfait, merci. Tu es en première année et Et tu as eu oui, une et- maladie. Ouais, j'ai eu une pneumonie puis un abcès au poumon qui, je pense que cette maladie-là a eu un impact majeur dans ma vie. Bon, je me suis retrouvé à l'hôpital pour plus qu'un mois, sous la tente d'oxygène. Tout le monde pensait que j'allais mourir. Tout le monde pleurait à mon chevet. Et moi, dans mon lit, ça a changé des affaires. Ça m'a donné envie de vivre, ça m'a donné envie de devenir autre chose. Et par la suite, j'ai pas pu terminer l'année scolaire, donc je me suis retrouvé, c'est la naissance de la télévision à Radio-Canada, et tout ce qu'il faisait dans la journée, c'est de passer des longs métrages. Donc moi, pendant plusieurs mois, je visionnais tous les jours plein de grands classiques du cinéma français. Les Renoir, les René Clair, Les Rémus. les Rémus, vraiment, j'ai toute la gamme, j'ai tout vu ces films-là. Il n'y avait que ça qui passait à l'époque. Et ça a eu, donc, suite à la maladie, à nouveau, ce truc-là a eu un impact et tout m'amenait à quelque part vers le cinéma. J'étais complètement bouleversé par ces histoires-là. Ensuite, quand je suis devenu assez vieux, mais avant ça, il y a eu aussi mon grand-père, je disais, mon grand-père habitait au coin de Nelson-Saint-Joseph, à Saint-Hyacinthe, au Si tu es deuxième les gens, étage. là, c'est le quartier Saint-Sacrement. là. C'est au Saint-Sacrement, et c'est juste sur le coin. Chez mon grand-père, quand je regardais par la fenêtre, on voyait en bas, on voyait directement la sortie du cinéma Le Paris. Et c'était l'époque très religieuse où les curés parlaient contre le cinéma, disaient que c'était de la perversion. Donc, ma grand-mère avait tendance à pas être contente d'habiter à côté du cinéma qui venait juste de construire à côté de chez elle. Pour situer les gens, toi, tu es né fin 49. Oui, je suis né en 49, en décembre 49. Et le cinéma a ouvert en 54. C'est ça. À Paris. Donc, Et, t'as 4-5 ans. Alors. Et c'était tout neuf. Mon père connaissait bien le propriétaire, Oiseau-Loisel, donc... Provençal. Provençal, qu'est-ce que je dis? Oui. Pourquoi je dis Loisel, donc? C'est Provençal. Mais c'est Oiseau, à Oui, cause c'est du Oiseau, Oiseau. oui, c'était Ça ça. sort son nom. Et donc, eux parlaient souvent du cinéma. Et c'était un peu l'espèce d'interdit. C'était quelque chose comme... c'était quasiment péché. Quand on est enfant, quand on devient adolescent, l'interdit nous attire toujours un peu. Donc, moi, à partir de l'âge de 13 ans, le cinéma Masca et le cinéma Paris, je pense pas avoir manqué un seul film qui sortait à cette époque-là. Je passais toutes mes fins de semaine au cinéma, aux deux cinémas. Je voyais tous les films qui sortaient. C'est devenu vraiment la passion de ma vie à ce moment-là. Sauf que je pensais pas qu'on pouvait devenir cinéaste. Je pensais pas que c'était un métier, on pouvait faire carrière. Je pensais pas qu'on pouvait gagner sa vie. En fait, je gagne pas très bien ma vie, pour être franc. Mais au moins, j'ai fait toute ma vie ce que moi j'aimais faire. J'ai pas fait d'argent. Tu réalises tes passions, ta grande passion. Oui. Et tu as une vie... tu étais un homme heureux. Oui, honnêtement, j'ai jamais eu l'impression que je travaillais. Tu sais, moi, j'aime beaucoup l'expression triper. Triper. Je tripais. J'ai passé ma vie à... Bon, c'est sûr que j'étais des fois enragé. C'est sûr que des fois, on a des problèmes financiers. Le cinéma m'a ruiné. Je peux le dire. J'ai pas honte de le dire. À un moment donné, ça m'a ruiné dans ma vie. J'ai tout perdu. Mais en même temps... je faisais ce que j'aimais. Et j'ai jamais fait de film que j'avais pas envie de tourner. Tous les films que j'ai tournés, c'était des films qui étaient mes choix, que j'avais écrits, que j'avais envie de faire. J'ai même pas d'excuse de dire « Ah, ouais, ben c'est parce que j'avais pas assez d'argent. » Non, c'était le film que je voulais faire. Et tous mes films, je peux dire la même chose. Ils sont pas tous aussi bien réussis les uns que les autres, mais c'est des films qui m'ont beaucoup enrichi à les faire, qui m'ont appris beaucoup. Et donc, dans ce sens-là, ça a été une carrière assez amusante, avec des hauts et des bas, avec plein de surprises, mais moi, j'aime les surprises. Mais tu nous as dit que tu as passé par le séminaire. Oui. Est-ce que le séminaire a un impact dans ce choix de carrière? Le séminaire a eu un impact monumental. D'une part, je pense que c'est plus peut-être mon prof de cinéma. J'ai eu un prof de cinéma qui s'appelait Guy Comeau,
qui est un être extraordinaire qui n'avait qu'une passion, et c'était le cinéma. Et qui a été capable de nous la partager, de la faire partager. Il nous a... moi, ce qui m'a surtout appris, c'est que, je donnais l'exemple, j'en parle souvent, quand il nous a parlé de Belle de jour et Blow Up, le film d'Antonioni, il nous recommandait d'aller voir ce film-là, alors qu'on était dans un séminaire. Donc, alors, il y avait des femmes nues, il y avait des choses qu'un jeune séminariste ne devrait pas voir. Et lui nous disait, non, c'est le cinéma, il faut aller voir, il faut vous nourrir de ces choses-là. Et pour moi, d'avoir quelqu'un qui laissait tomber devant moi toute forme de censure, qui me permettait, qui me disait, vas-y, si tu as envie de faire ces choses-là, si tu as envie de voir ces choses-là, vas-y, ne t'arrête pas. Alors que dans la vie, au quotidien, habituellement, on fait que ça, nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. On se promène sur la rue Cascade, la police arrive, tes cheveux longs, il dit « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Rentre chez vous à cette heure-là. » On était toujours en train de nous empêcher de faire ce qu'on voulait faire. Et tout à coup, ce gars-là nous disait « Faites tout ce que vous avez envie de faire. » Et c'était... ça a été très révélateur pour moi. Ça m'a vraiment donné envie de dire j'ai envie d'aller dans ce monde-là, dans ce milieu-là, où on nous permet de ne pas nous censurer. Quand le cinéma est entré dans ma vie, j'ai perdu l'intérêt pour le... je ne l'ai pas perdu parce que j'ai toujours été sportif, mais j'ai perdu des ambitions de sportif. Je suis allé jouer midget contre Marcel Diane au tournoi de Drummondville. Puis en revenant, les gars se sont fait repêcher. J'ai plus envie. Je savais que c'était fini. Je voulais faire du cinéma, c'était décidé, c'était clair. Donc le cours classique ne voulait plus rien dire. Les équipes sportives ne voulaient plus rien dire. Je voulais faire du cinéma. Et bêtement, par accident, je me suis retrouvé à faire un voyage au Mexique dans le but de trouver une job en cinéma. Et je suis allé, c'était en 68, je suis parti sur le pouce au Mexique. Et là, j'ai eu une autre révélation, c'était que j'étais insignifiant. C'est assez important dans la vie de réaliser qu'on est insignifiant, que je connaissais absolument rien. Mais vraiment, j'avais... Tu sais, quand on a 18 ans, on est prétentieux, on a lu quelques livres, puis on pense qu'on connaît tout. Puis tout à coup, j'étais confronté à des gens qui vivaient différemment, qui avaient des valeurs différentes des miennes. Au Mexique, c'était la même chose. Et là, j'ai été déboussolé parce que je me suis dit, je comprends rien de la vie. Je peux pas faire des films si je connais pas la vie. Puis je suis rentré profondément frustré de réaliser que j'étais pas prêt à faire du cinéma. Et là, je me suis dit, c'est devenu une priorité. J'ai eu envie d'avoir des expériences de vie. J'ai eu envie d'essayer des choses, peu importe ce que c'était. Donc, le Mexique, ça devenait une expérience de vie, puis ça t'amenait à couvrir les Jeux olympiques. Oui. Qui était là en 68, là, la fameuse année là, du... Je suis allé pour les Olympiques. En fait, quand je faisais du pouce, j'avais un beau panneau qui était Montréal-Mexico avec les 5 cerceaux. Les 5 anneaux. Et ça, quand tu fais du pouce avec ça, vraiment, ça marche. Hein? Moi, dire que moi, j'arrêtais sur un coin de rue, là, jamais plus que 3 minutes. C'est une belle époque. Il faut dire que les gens qui n'ont pas connu ça, l'époque du pouce, là, c'était fantastique pour ça aussi, parce qu'on a des belles expériences, on rencontrait toutes sortes de monde fascinant. Et ça me... Tu sais, sur le pouce, je te parlais que j'aime beaucoup les surprises. Moi, je suis fasciné par les surprises. Quand tu faisais du pouce, tu savais jamais qui t'embarquait. Et là, ça flyait dans toutes les directions. Tu sais, moi, j'aime ça quand le monde me surprend, quand il me... Tu sais, sans jeu de mots, qui me pogne les culottes baissées, il faut s'entendre, là. Mais, tu sais, cette histoire-là, moi j'aime beaucoup ça, être déstabilisé. Et ça me procurait ça. Et à mon retour, j'ai rien fait aux Olympiques. Je suis allé un petit peu, j'ai rencontré un gars qui s'appelait Arturo Rosa Herrera. C'est un gars qui avait mon âge. Il m'a emmené chez eux, on s'est promené, on est allé voir, comment ça s'appelle, The Animals, là. Voyons, le groupe rock. Le groupe rock. Eric Burdon and the Animals. On s'est retrouvés sur le stage avec Eric Burdon, en tout cas. Tu sais, c'était l'époque où on était flyés, là, où on... Et j'ai pas vu les Olympiques
mais je suis revenu avec la conviction qu'il fallait que je voyage. C'est ça qui a été le point tournant pour moi, c'est que je me suis dit, je pars. Et dès ce moment-là, j'ai essayé de trouver c'était quoi le pays qui risquait de me... C'était l'époque où tout le monde s'en allait en France. Tous les Québécois partaient pour la France, puis moi, ça m'intéressait un peu moins. Ça ressemblait trop à ce que je connaissais. Alors, j'ai fouillé sur la carte ce qui était aux antipodes de ce que moi je connaissais, puis je suis tombé sur le Japon, qui était vraiment carrément aux antipodes de tout ce que je connaissais. Et là, je me suis dit, si je vais être déstabilisé, ça va être là que ça va aller. Tu me disais, juste avant de partir, tu as eu un petit moment où tu es allé dans des mines en Ontario. Oui. Avec ton grand copain Luc Matt. Oui. Bien, Luc Matt est un ami d'enfance. On a fait toute l'école primaire ensemble, on a fait le séminaire ensemble. Quand je suis parti du séminaire, lui aussi est parti du séminaire. Après ça, il est retourné au truc de théâtre, mais il avait lâché en même temps que moi. On est allé travailler dans les mines vraiment pour l'expérience, vraiment pour le kick de l'affaire, et aussi parce que ça payait beaucoup d'argent, il faut dire. Les mines de nickel à Sudbury. Moi, j'étais au 2200. Il faut dire que, tu sais, on a passé notre vie, Luc et moi, on a passé notre vie ensemble, on a passé... tu sais, les gens pensent toujours que les liens familiaux, c'est fort, mais les liens d'amitié, quand tu es ami d'enfance, depuis l'âge de 6 ans, que tu es ensemble, que tu finis l'école, puis tu t'en vas avec, ça veut dire qu'on passe beaucoup d'heures intenses ensemble. Et avec Luc, on a passé toutes ces années-là, tout le temps ensemble. On allait au parc ensemble, on a joué au hockey ensemble. On a joué au hockey ensemble. Et donc, on s'est retrouvés dans les mines. Et je me souviens, parce que c'est vrai, je me souviens de l'histoire de Belmondo. On avait vu Pierrot le Fou. Ceux qui ont vu mon film La Rose, Pierrot et la Luce, je peux dévoiler un secret à ce moment-là. C'est quand on était dans les mines, justement, on parlait de Belmondo, puis c'est toujours à Luc qu'il y avait cette allure de Belmondo, que si je devenais cinéaste, qu'on devrait faire un film ensemble. Tu sais, on est adolescent, on rêve, tu sais, et on avait parlé de ça. On avait parlé qu'on allait faire un film, puis j'avais dit, écoute, laisse-moi voyager en premier, puis quand j'en connaîtrai un peu plus, peut-être que je deviendrai cinéaste, puis qu'on fera un film ensemble. Et c'est drôle parce que plusieurs années plus tard... C'est arrivé. Bien, je suis parti au Japon, mais quand je suis parti au Japon, je pensais que je partais pour 6 mois. En fait, on s'entend que je ne partais pas pour très longtemps. Je partais pour 6 mois, mais après 6 mois, je me suis rendu compte que, encore une fois, je ne comprenais rien. Tu sais, moi, j'ai passé ma vie à être confronté à mon manque de connaissances, à mes limites. Et après 6 mois, donc, j'ai fait comme, je comprends rien, donc je vais passer un autre 6 mois. Et je suis allé comme ça de 6 mois en 6 mois, puis j'ai passé 10 ans finalement. Mais entre-temps, j'ai quand même réussi à tourner... Un premier film. J'ai tourné un court-métrage, ensuite un moyen-métrage. J'ai commencé très tôt à zigonner avec le film. Ça se passe en anglais ou en japonais? Ça se passait en japonais à cette époque-là. Ça se passait en japonais, pas parce que mon japonais est très bon, mais disons que je baragouine assez. Quand c'est mon scénario, que c'est mon histoire, je sais de quoi il parle, donc j'arrivais à suivre. Et la chance que j'ai eue, même mon premier film qui était un peu tout croche, qui était comme un premier film avec plein d'erreurs dedans, mais il y avait quand même quelque chose, c'est qu'il se distinguait de la masse. Alors, quand j'étais étranger, j'ai pas fait un film comme les Japonais, et ici, mon film n'était pas comme les films des Québécois, donc je suis devenu un peu exotique en quelque part par la force des choses, et mon film, malgré ses faiblesses, est devenu une espèce de film culte. Je suis assez fier de dire que 40 ans plus tard, mon film joue encore, ils vendent des DVD, je reçois encore un petit peu d'argent tous les ans du Japon. Mon film est devenu, donc Keiko est devenu cette espèce de film culte quand il parle des classiques japonais. Il parle de mon film aussi, malgré ses faiblesses, justement. Et ça m'a donné donc la chance d'avoir ma petite place dans la cinématographie japonaise, ce qui fait que tous les autres films que j'ai faits par la suite, j'ai toujours eu de l'investissement japonais. Même,
Ils ont investi dans La Rose, Pierrot et la Russe, donc que j'ai tourné à Saint-Hyacinthe. Ils ont investi dans Visage pâle, que j'ai tourné aussi en partie à Saint-Hyacinthe et en Abitibi, mais j'avais des investisseurs japonais toujours. Alors, ça m'a donné... Ma période japonaise m'a donné une liberté en tant que cinéaste, parce que quand les institutions québécoises ou canadiennes refusaient de me financer, j'avais un financement additionnel qui venait du Japon, qui me permettait de dire... je fais mon film je suis autonome. Oui. On peut fonctionner. C'est ça. OK. Le film qui t'a rendu, je dirais le premier là, qui a vraiment percé au Québec puis rendu célèbre, c'est le film Kenny. Oui. Ça, Kenny, ça se passe à Pittsburgh. Qu'est-ce qui t'amène à Pittsburgh? Ça, c'est très curieux, cette histoire-là, Kenny. En fait, ce qui m'a amené à Pittsburgh, c'est le Japon, encore une fois. J'étais au Japon parce que ma femme, Yuri, présentait une semaine de cinéma québécois à Tokyo. Et donc, on avait rassemblé des cinéastes et Jean-Claude Labrec était venu pour présenter son film Les années de rêve. Et j'étais avec Jean-Claude. Et ça, je veux le dire pour le record historique, parce que j'arrive, on est en retard. Jean-Claude il pesait 300 livres, puis il était pas capable il était pas en... Et moi, je suis en retard pour un rendez-vous. Au Japon, on ne peut pas être en retard. Alors, je cours, puis Jean-Claude n'arrivait pas. J'arrive finalement en retard en m'excusant tout le monde. Puis là, j'avais ce petit Japonais qui m'attendait, qui me remet des documents en me disant... là, je lui dis, j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous avec l'autre. J'étais un peu fâché. Et cet homme-là me remettait des documents qui concernaient Kenny. Fait que je lui dis, j'ai pas le temps. Il me dit, s'il vous plaît, lisez les documents, puis demain matin, je viens vous chercher à 11h. Alors, je dis, écoute, on verra. Bon, Jean-Claude arrive, je fais mon entrevue avec le journaliste, et après ça, je monte dans ma salle, dans ma chambre, et là, je découvre la photo de Kenny. Je suis un peu comme, wow! Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Là, j'étais un peu furieux. Je me suis dit, ils veulent faire un film d'exploitation, un enfant du cirque. Fait que là, j'étais furieux. Puis là, je monte ça à Jean-Claude. Je dis, écoute, je ne rencontre pas ces gars-là. Je ne veux pas faire ça. Il n'est pas question de m'associer avec des gars qui veulent exploiter un enfant handicapé. Et là, Jean-Claude me dit quelque chose. Jean-Claude partait ce matin-là. On était en train de déjeuner. Il me dit, écoute, moi, il dit, ça fait 5 ans que j'essaie de faire un autre film. Je ne suis pas capable d'avoir du financement. Il me dit, ces gars-là veulent financer ton film, ils sont prêts à te payer. S'il te plaît, va les rencontrer. Fais-le pour moi. Et vraiment, si j'ai tourné Kenny, je le dois à Jean-Claude Labrec qui m'a vraiment forcé. Je lui ai promis que j'allais les rencontrer. Et quand je les ai rencontrés, ils m'ont donné carte blanche. Moi, je leur ai dit, je ne veux pas faire un film d'exploitation. Ils m'ont dit, non. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu fasses un film avec cet enfant-là. Peu importe, tu fais l'histoire que tu veux, tu racontes ça comme tu veux. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il joue dans le film. Alors, je leur ai dit, écoutez, payez-moi un voyage à Pittsburgh, puis on verra. Parce que je dis, on peut prendre un enfant dans la rue, puis que ça va marcher. C'est sûr que je dois une fière chandelle à Jean-Claude Labrec. Et quand je suis arrivé j'ai demandé au producteur de m'envoyer à Pittsburgh. Et quand je suis arrivé à Pittsburgh, je veux dire que ça a été une espèce de coup de foudre. Quand j'ai vu Kenny, il s'est installé dans le coin et je voyais son intelligence. Il ne voulait pas me parler. Je savais qu'il m'observait. Il essayait de se dire, c'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qu'il veut? J'avais mon accent quand je parlais. Et je voyais l'intelligence de Kenny. Je voyais... Et là, il y avait plein de monde. Les 2 producteurs japonais étaient là, les parents étaient là. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait « Hey, je peux-tu partir avec Kenny? Je vais aller manger, je vais aller luncher avec lui. Laissez-moi partir, je vais aller luncher. » Fait qu'on est allés au restaurant ensemble. Je voulais être tout seul avec lui pour savoir. Et il est arrivé quelque chose de drôle au restaurant. On était assis un en face de l'autre. Et tout à coup est arrivée cette magnifique waitress avec un beau grand décolleté. Et Kenny et moi, on s'est retrouvés à la regarder de la même manière. Et là, quand on s'est vus, on a éclaté de rire. Et il y a eu cette espèce de moment de... On s'est trouvés tous les deux un peu cons de trouver cette fille-là, de nous accrocher à cette fille-là qui voulait rien dire, mais tu sais, la bêtise mâle. Ce que je veux dire, c'est la bêtise mâle. On s'est retrouvés comme 2 mâles un peu tatans, un en face de l'autre. Et à partir de ce moment-là, ça a été... T'as pu voir chez Kenny un humain comme toi. Ah ben oui, à travers ça, là. Ah oui. Et on a tout de suite brisé le... Quand je suis arrivé au restaurant, en fait, j'avais vu des documentaires sur Kenny. Les gens le prenaient dans les bras. J'avais un peu cette peur-là, une peur physique, là. Et tout à coup, quand je l'ai pris dans mes bras, tout de suite, tout est
est disparu. C'était mon body, là. Tu sais, j'étais bien avec lui, il était brillant, il était dynamique, il avait envie de faire des choses. Et moi, je voulais le persuader de devenir bon. Une fois, j'ai fait, je pense, c'est 57 prises avec lui. Je veux dire que je voulais qu'il comprenne qu'il devait livrer la scène et qu'il devait être bon du début à la fin. Et je sais que mon monteur à Montréal était découragé quand il voyait nos prises, mais je lui disais non, ça va être bon. En bout de piste, j'étais sûr qu'on allait avoir un bon film. Mais c'est fou parce que quand on fait un film comme celui-là, moi, tout le monde m'appelait en me disant « Es-tu fou? Fais pas ça, touche pas aux handicapés, tu vas ruiner ta carrière, ça va être la fin de ta carrière. » Alors que c'est ce qui a tout démarré. Avec Kenny, moi, j'ai passé 2 ans de ma vie à uniquement voyager à travers le monde. Partout dans les festivals, en Corée, en Chine, à Shanghai, à Taïwan, en Amérique latine, en Union soviétique, parce que c'était l'Union soviétique à l'époque. On a partout avec Kenny. Donc, c'est pour ça que dans la vie, on ne sait jamais ce qui va arriver. Alors, tout le monde me disait « touche pas à ça », puis c'est ce qui a parti ma boîte et qui a parti ma carrière aussi. OK. Puis juste avant de faire Kenny, tu m'avais parlé que tu avais une rencontre très particulière avec Claude Jutras, qu'ici au Québec, on a essayé de déboulonner, là, mais... Oui, c'est triste parce que... C'est triste en quelque part parce que Claude Jutras a eu un impact beaucoup dans ma carrière parce que quand je suis revenu du Japon, en fait, j'avais comme... J'avais pas l'impression d'appartenir. J'étais pas dans le milieu. Les gens m'avaient vu au Festival des films du monde, alors que les réalisateurs manifestaient contre le Festival des films du monde. Alors, je faisais pas partie de la gang. Et donc, pendant quelques mois, j'ai pensé que j'allais abandonner ma carrière de cinéaste. Et puis, un beau jour, à travers Michel Brault, qui connaissait ma sœur, qui allait à l'école Saint-Maurice avec sa fille, m'a contacté en me disant « Claude Jutras voudrait te rencontrer, il a vu ton film, il veut absolument te rencontrer. » Et j'ai passé un après-midi complet avec Claude Jutras, qui était, bon, en dépit de ses présumés, parce que ça n'a jamais été prouvé, je ne sais pas ce qui... Mais en dépit de ses choix sexuels, en tant qu'homme, c'était quelqu'un d'absolument chaleureux, généreux, d'une gentillesse extraordinaire. Et moi, quand je suis sorti je ne sais pas, j'ai été 3h30, 4h chez lui, à Montréal. Quand je suis sorti de là, j'avais à nouveau envie de faire des films. Et c'est là où j'ai fait mon film, justement, avec Luc Matt, mon Belmondo québécois. Luc Matt, mon ami d'enfance, que j'avais revu, évidemment, quand je suis revenu du Japon. Et avec qui j'avais envie de travailler. C'était Larose, Pierrot. Larose, Pierrot et Lalus, avec Louise Portal et Richard Niquette, qui est décédé aujourd'hui aussi. Et à Saint-Hyacinthe, évidemment. Et après ça, j'ai eu envie encore de tourner. Et c'est sûr que quand c'est ton ami d'enfance, il y a beaucoup de choses qui se passent. On n'est pas obligé de se dire, on n'est pas obligé de s'expliquer. Vous comprenez tout. Et ça, c'est très précieux. Donc, avec Luc, c'était Visage pâle. On a fait Visage pâle, qui a été une expérience absolument fascinante en Abitibi. Ça a commencé à Saint-Hyacinthe, Belleuil, puis ensuite, on a le gros du tournage fait en Abitibi avec lui sur 3 saisons. C'était un tournage assez éprouvant, c'était physique. On était dans l'eau, on était dans la neige, on était dans... Non, c'était pour les cowboys, c'était le fun. C'est un bon tournage, ça. Et la chose la plus triste, le plus grand regret, en fait, dans ma vie, en quelque part, même si j'essaie de ne pas avoir de regrets, mais c'est de ne pas avoir tourné d'autres films avec Luc. On a failli en faire un autre, puis bon, ça a chopé pour toutes sortes de raisons personnelles. Et puis à la fin de sa vie, c'était rendu trop tard. Mais on a quand même flirté avec l'idée de faire un film, même quand Luc était en phase terminale. On a discuté de cette possibilité-là de faire un film peut-être ensemble. Lui, il l'a considéré un peu, mais il était rendu trop faible à ce moment-là. Mais c'est ça qui nous amène vers le film qui est en préparation actuellement. Oui, en fait, oui, parce que le film qui devrait sortir quelque part en 2020,
février-mars, dans ces eaux-là, 2020, qui s'appelle Les Vieux Chums. En fait, quand Luc, on a parlé de la possibilité de faire le film, il m'a dit « Je suis trop fatigué, je suis épuisé. » Mais il me dit « Ça serait peut-être le fun que tu t'en serves après ma mort. » Il faut dire qu'on parlait, Luc n'avait pas peur de mourir, il en parlait avec beaucoup de détachement, il y avait beaucoup de quiétude dans sa démarche. Et c'est ce qui me fascinait aussi. Et il m'a donc suggéré il m'a dit, écoute, si ça tente, quand je serai plus là, faisons un film. Et je me suis un peu donc inspiré de ça, inspiré des derniers mois de sa vie. Et de la mienne. Mais évidemment, je fais du cinéma de fiction, donc en cours de route, ce qui est devenu intéressant, c'était de tout mêler les pistes, de changer ce qui s'est passé. Par contre, je voulais absolument tourner à Saint-Hyacinthe. Ça, pour moi, tourner à Saint-Hyacinthe était crucial. Parce que, comme je disais, moi, je pense que les 20 premières années de nos vies, c'est ce qui détermine qui on devient. Et donc, moi, ces 20 premières années-là, je les ai passées à Saint-Hyacinthe et ça a formé l'homme que je suis devenu. Ça m'a emmené vers les choix que j'ai faits. Et donc, comme c'est une espèce de bilan, mon film Les Vieux Chums, c'est un retour au bercail auquel je tenais beaucoup.